Alors, bonjour tout le monde. Je m'excuse pour le retard de cette vidéo. Donc, j'ai essayé de faire les modifications nécessaires pour faire la présentation. Malheureusement, je vois que l'audio, le problème, c'était au niveau de l'audio de la vidéo qu'on a enregistrée. Donc, je vais essayer de faire une récapitulation rapide du contenu de la présentation du professeur Hamza. Donc, le professeur Hamza, c'est un doctorant de l'FST, Faculté des sciences techniques de Stade. Son sujet travaille beaucoup sur le côté énergétique du système pyrotechnique qu'on a vu dans les cours. Donc, le titre de cette présentation, c'est la révolution du lithium-ion, principe, modélisation et avenir de stockage électrochimique. Donc, on va essayer de parler un petit peu des batteries électrochimiques, pas des batteries électrostatiques qu'on a déjà vues, comme les supercondensateurs. Les objectifs pédagogiques de cette présentation, c'est de comprendre le principe électrochimiques fondamentaux des batteries, maîtrise des concepts de modélisation appliqués au lithium-ion et explorer aussi les applications actuelles, futures dans un contexte énergétique et de transition. Comme introduction, il faut savoir que les batteries ils jouent non seulement un rôle crucial au niveau de transition à venir énergétique, mais aussi au niveau de manière dont on gère l'énergie et son stockage. Bien sûr, la consommation, c'est un intérêt principal. Il faut voir aussi qu'il y a plusieurs types de charges qui vont être impactées par l'évolution technologique de cette batterie, tels que les véhicules électriques qui sont le standard. On a vu une autonomie entre 300 à 700 km. Dans le futur, avec l'évolution des batteries, on peut avoir une autonomie plus grande. Et aussi au niveau de stockage réseau, il faut savoir que les réseaux, ils nécessitent parfois des stockages ou bien des micro-stockages pour assurer la continuité de l'énergie électrique, stabilisation dans des grids électriques comme les dispatchers et gestion des pics de demande. Parfois, il faut savoir que la consommation énergétique, il varie suivant la demande des consommateurs et il y a des saisons où il y a des pics d'énergie comme l'hiver. Et bien sûr, comme dans des électroniques portables, comme les téléphones, les ordinateurs. Donc, si vous n'avez pas, si on n'a pas été intéressé par l'évolution de stockage d'énergie électrique, on n'aura pas des ordinateurs portables, des téléphones portables, des tablettes, ainsi de suite. Donc, cet axe de recherche est vraiment essentiel. Alors, on va commencer un petit peu de l'historique des batteries. Donc, on voit dans l'image à droite les venues de Wikipédia. C'est la première batterie. Il faut savoir que la première pile photovoltaïque était créée en 1800, donc c'est à peu près plus de 200 ans par Alexandro Volta, qui a inventé la première source pratique des courants. Et la batterie lithium-ion a été créée en 1991, donc un petit plus que 33 ans, 35 ans pour être un petit peu plus exact. Sony Commercial, donc c'est l'évolution venant de l'Est des Japonais. Donc, faisons un sommaire rapide de l'historique des batteries. Donc, la création est 1600, donc plus que de 200 ans. On a vu les piles voltaïques par Alessandro Volta et la première source continue, bien sûr, électrique, chimique, révolution de la physique, bien sûr. En 1859, des batteries, la première création des batteries à base de plomb acide de Gaston Planté qui a inventé la première batterie rechargeable. Donc la première n'était pas rechargeable, la deuxième elle est rechargeable en 1850. Donc il fallait 60 ans pour créer une batterie rechargeable. Et dans les années 1070, on a fait des recherches au niveau de lithium. Les scientifiques ont essayé de utiliser cette matière comme une source de stockage, malgré les réactivités extrêmes. Donc, il y a donc ils ont presque perdu 20 ans pour créer la batterie commerciale lithium-ion que vous avez dans votre main par Sony. Et en 2019, il y a le prix Nobel des inventeurs par les inventeurs qui ont créé les batteries lithium-ion qui sont utilisées dans nos jours. A noté ici le professeur Gini Azami qui a
était l'un des inventeurs qui ont participé pour faire la création. Donc, comme définition et concepts fondamentaux, pour comprendre que les batteries lithium-ion et leur modélisation, nous devons d'abord établir des définitions fondamentales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une batterie? Premièrement, la batterie, c'est un système électrochimique autonome qui convertit une énergie chimique stockée à une énergie électrique, sous forme bien sûr continue d'essai. Elle fonctionne selon des principes oxydant-réduction, donc les réactions chimiques, ce sont des oxydants-réduction, pour générer une force électromotrice capable à alimenter des appareils. C'est quoi la différence entre cellule et batterie? Donc la cellule, c'est une unité élémentaire composée de deux électrodes séparés par un électrolyte. Donc une cellule, c'est une micro-batterie qui est créée par des anodes, des cathodes qui sont nommés électrodes et un électrolyte, un liquide parfois solide, mousseux. La batterie, c'est un ensemble des cellules. Donc la batterie, c'est un ensemble de cellules. Une cellule, c'est un électrode, électrolyte et un cathode. Cathode, un autre électrolyte. Définition et architecture d'une batterie. Donc les architectures que vous pouvez voir à gauche, on aura plusieurs topologies cylindriques comme les piles que vous pouvez acheter dans les commerçants. Prismatique, je crois qu'on a déjà fait des expériences en primaire par ces types de batteries. Et aussi, il y a les batteries push qui sont deux dimensionnelles, qui sont très utilisées dans les ordinateurs. Pour les cylindriques, on va un petit peu les détailler. Il faut savoir qu'il y a des cathodes, un séparateur et une couche. Ils sont construits sous forme un feuilletage. Et bien sûr, il faut avoir des séparations entre les charges positives, cathode, et charges négatives, anode. Et vers la fin, on va essayer de d'habiller le cylindre par un métal case pour ne pas avoir un accès direct des anodes et des cathodes. Donc un module au paquet, un assemblage progressif. Donc on a plusieurs, donc les batteries qu'on pouvez voir dans les voitures. Si vous ouvrez le capot de la voiture, vous pouvez voir que la batterie elle est de cette forme qui est à gauche, qui est à base de modules de batterie. Première étape d'assemblage combinant plusieurs cellules en série. Bien sûr, l'association des batteries, si c'est associé en série, ça veut dire qu'on veut augmenter la tension. Mais si on en fait l'association parallèle, on veut augmenter la capacité. Un pack de batterie, c'est un ensemble final composé de plusieurs modules connectés, fournissant énergie complète au véhicule, des BMS principaux intégrés, ou bien des systèmes de gestion chimique, thermochimique, ou bien des interfaces de connexion. Donc, ces types de packs de batterie, ils sont plus utilisés dans les téléphones portables. L'architecture complète d'un pack de batterie. Donc il faut savoir qu'il y a une architecture qui sera progressive suivant le nombre de cellules et le nombre d'énergie. Bien sûr, plus qu'on a de cellules, plus on aura d'énergie. Donc on commence par une cellule, par un assemblage parallèle, ensemble de modules, puis assemblage de modules, puis on aura vers la fin un paquet qui est une association de série parallèle d'ensemble des cellules pour augmenter bien sûr la quantité de stockage d'énergie. Et il faut savoir que cet assemblage est vraiment très important, cet assemblage cellulaire. C'est parce que dans des cas où on peut voir la destruction de quelques cellules, donc on aura si on veut faire la maintenance de la batterie, il suffit uniquement de détecter les cellules qui ont en défaillance, en panne, et les enlever et ajouter d'autres cellules pour avoir la même capacité tout au long de l'utilisation de la batterie. Un exemple de package de batterie, c'est la Tesla Model S contenant 16 modules formés de plus de 7000 cellules, un type 18650, illustrant comment la hiérarchie aboutit par un système puissant, sophistiqué. Donc,
la- l'assemblage cellulaire est vraiment une évolution pour non seulement pour le stockage énergétique, mais pour la côté maintenance des batteries. Classification des batteries, il y a les batteries primaires et les batteries secondaires. Si Il vous faut voulez savoir l'utiliser que les par batteries, on peut les l'entreprise, diviser fondamentalement par deux types de catégories, selon la réversibilité de la réaction chimique. C'est-à-dire, on a les batteries primaires qui ne sont pas rechargeables et les batteries secondaires qui ont la possibilité d'être rechargeables. Il faut savoir que la différence entre, c'est une différence technologique, c'est-à-dire les matériaux utilisés pour construire la batterie. ouais. Donc, pour les batteries primaires, il y a le mélange zinc-carbone qui est à faible coût, applications basiques, donc les applications de voitures que jouer. Les batteries alcalines, meilleure performance que zinc-carbone, mais le courant des appareils sont plus utilisés dans les télécommandes, lampes à torche. Donc, performance ça veut dire la capacité plus élevée, la durée de décharge est plus lente. Lithium primaire, haute densité énergétique, application militaire ou spatiale. Donc, quand on parle de haute densité énergétique, ça veut dire que on peut avoir minimum de quantité de matériel pour stocker le maximum d'énergie. Pour les batteries S'il vous secondaires, plaît, c'est Hamza. on a les Ce plantes tableau, acides, ce ce tableau, sont il est vraiment très ils important sont pour moins moi et chers et pour les mes élèves, plus bien sûr. utilisés pour trouver Cette gratuits. partie FM, Technologie un petit éphémère, peu miroir, ancienne, est-ce les que vous pouvez applications l'expliquer automobiles plus et classiques, donner un exemple, le s'il vous plaît? nickel métal hybride, comme les voitures Toyota hybrides, technologie de transition. Donc on va trouver les nickel métal hybride, lithium-ion, nouvelles standards. Donc ils sont dominants depuis les années 2000. Il faut savoir que les avantages pour les batteries non rechargeables, pas d'électronique de charge complexe, donc elles sont simples à construire. Un inconvénient, c'est l'impact environnemental, sont très coûteux pour faire le recyclage. Contrairement aux batteries secondaires rechargeables, ils sont réutilisables, économiques à long terme. Inconvénient électronique de gestion, il est très complexe, bien sûr, le coût il sera plus élevé. Maintenant, passons à la comparaison de technologie des batteries secondaires. Il faut savoir que, bien sûr, on parle de batteries rechargeables. Les matériaux utilisés, ils vont impacter les performances de la batterie. Donc, prenons le premier exemple. Si on utilise des batteries à base de plantes acides, contrairement au nickel, lithium et lithium-ion, on peut voir que la densité énergétique il est plus faible. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de matériaux, c'est-à-dire plus de poids pour stocker l'énergie. Prenons l'exemple 30-60, donc il faut 2 kg pour avoir 30 Wh par rapport au nickel qui est uniquement 60, 60 Wh pour un seul kilogramme. Pour une cellule, donc on va avoir une tension de 2 volts, et pour le nickel 1,2, lithium plus de tension. Donc, au niveau de densité énergétique et tension, on peut voir que le lithium encaisse plus d'avantages. Durée du cycle, c'est-à-dire la durée de charge et charge, on peut voir que le plomb uniquement 200, maximum 300, contrairement au nickel, qui commence de 500 cycles jusqu'à 800 cycles. Bien sûr, ces durées est dépendant de la durée de vie imposée par le constructeur. Au niveau de taux de décharge, on a le taux de décharge par mois. Il faut avoir uniquement 3 jusqu'à 20% de taux de charge. Il faut que chaque cycle il a un taux de charge entre 3 et 20%. Donc il ne faut pas consommer plus d'énergie au niveau de cette matériau, sinon la durée de vie il va diminuer. Contrairement au nickel, le taux de décharge pour atteindre jusqu'à 30%, ce qui est un côté positif pour le nickel, contrairement au lithium et au plomb. Pour les avantages, plus de les lithium-ion de technologie récente, on peut voir que il gagne plus au niveau de décharge de 70%. Au niveau des faits mémoire, si ces technologies sont utilisées non comme unité de stockage d'énergie, mais aussi unité de stockage d'information, donc on ne peut pas utiliser plomb acide. Oui, le nickel possible, mais avec quelques problèmes. Lithium-ion, non, donc meilleure charge au niveau de mémoire de stockage.
Les coûts très bas au niveau de plomb, moyen au niveau de nickel et modéré au niveau de lithium-ion. Mais contrairement aux deux autres matériaux, on peut voir que le lithium-ion a plus de performance. Donc, conclusion, lithium-ion plus performant, même s'il est un petit peu moins coûteux, plus coûteux. Maintenant, on va parler un petit peu des fonctionnements des batteries. Il faut savoir que le fonctionnement des batteries, c'est une réaction chimique, oxydoréduction, qui exploite le principe d'interaction réversible, c'est-à-dire qu'il va faire une réversibilité pour faire la rechargeabilité. Donc, si on veut la recharger, donc on lui donne une énergie électrostatique et c'est lui qui va la stocker en énergie électrochimique. Et au niveau de la charge, consommation qui sera réversible, c'est-à-dire de l'électrochimie jusqu'à l'électrocinétique. Donc le processus de charge, pendant la charge, le processus de charge, c'est une tension externe, une force électromotrice. Lithium, des ions de lithium Le+, des charges positives, se détachent des cathodes, bien sûr pour passer aux anodes, pour créer un courant électrique qui est symbolisé par un moi, comme vous pouvez voir dans la figure A. Le processus de décharge est que les ions L+, les ions positifs, sont stockés dans la structure graphique de l'anode, se détachent. Maintenant, le sens est inverse vers les cathodes. Donc, pour assurer le déplacement des ions Lu+, de l'anode jusqu'à la cathode, donc il faut appliquer une force à un sens opposé. Donc, on va lui donner une force électromotrice d'une durée nécessaire pour faire le détachement et le basculement de l'anode vers le cathode. Donc, on peut voir ici que l'application d'une tension a un sens inverse. Il va nous aider à faire le déplacement des ions positifs du lithium pour qu'elles se stockent à nouveau vers le cathode, pardon. Donc, il faut savoir qu'il y a un séparateur électrique. Ce séparateur est nécessaire pour garder le maximum de la quantité stockée, pour ne pas perdre les ions du cathode vers l'anode. Donc, la structure anode graphite possède une structure lamellaire, c'est-à-dire à couche d'atomes de carbone. Donc, le carbone, l'ajout du carbone est vraiment important pour garder la structure équilibrée. Les ions L+ s'insèrent entre ces couches sans endommager la structure. Cette réversibilité permet des milliers de cycles, c'est-à-dire avoir un nombre très grand pour le basculement, pour la charge et la décharge. L'oxyde lithié adopte une structure cristalline permettant aussi l'interaction lors de la charge. Jusqu'à 50% de lithium peut être extrait, créant des lacunes qui acceptent les ions lors de la décharge suivante. Et il faut savoir que dans les cellules lithium-ion possèdent 4 composants qui sont essentiels. Il y a le premier c'est le cathode, c'est-à-dire l'électrode positif, qui a une région à réduction, où la réduction se produit pendant la décharge qu'un électrode, typiquement un oxyde métallique étillé comme lithium oxyde de cobalt, lithium iron de phosphate, donc on peut voir aussi la matériel phosphorique, et le nickel magnésium cobalt. C'est un matériau de la cathode qui détermine la tension. Donc il faut savoir que la tension sera déterminée au niveau de la cathode. Est-ce que vous avez des questions? Entre 3,2 donc, si j'ai bien compris, donc, on aura besoin selon la de chimie. carbone. Donc le maximum de tension par cellule c'est 3,7 volts. Si on utilise le lithium comme une base à créer une cathode. Jusqu'à 50% de lithium. Pour les anodes, c'est une région où l'oxydation, donc la réduction s'il se fait au niveau du cathode, l'oxydation il se fait au niveau de l'anode. Si je me rappelle, il se produit pendant la décharge décharge. suivante, c'est ça?
Donc, c'est une méthode pour Ben, décharger et charger d'une manière le, à le ne graphite pas est endommager un la standard et batterie le et pour standard garder le industriel en raison durée de sa structure de couche d'utilisation permettant intacte, l'interaction n'est-ce efficace pas? des ions lithium anode et Durée, exactement. Est-ce que influence la cinétique de charge la de partie décharge. la Donc plus c'est importante lui pour moi qui va à ce sujet, parce que c'est un nous petit peu donner la plus résistance avancé intacte. niveau Donc masse il faut préparatorie. noter Donc, l'air ici que c'est préparatoire, ce ça, qu'on là, c'est une on partie essaie de souligner, qui va nous donner les pertes c'est de toujours latentes respecter le négatives nombre de de décharge. Donc la cycles résistance donnés interne qui par le sera constructeur déterminée au pour niveau des garder la anodes durée de vie. et la Donc, tension je les ai nominale il donné sera un exemple déterminée de au niveau des cathodes. 3600, si je me rappelle, 3600 Pour millilitres. l'électrolyte, c'est le milieu Si on ionique veut, conducteur qui la permet le partie c'est de faire déplacement l'analogie. Si on veut garder la même durée de des ions vie et positifs utiliser entre les la électrodes, c'est-à-dire entre profondeur de l'anode et décharge plus grande, il le faut cathode. Le diminuer le nombre de milieu cycles conducteur qui par va durée. faire ce déplacement, c'est Donc, l'électrolyte. cette méthode que vous venez de décrire, c'est la méthode, Il faut savoir comment aussi que dirais-je, l'électrolyte doit être méthode électroniquement chimique isolant, donc, pour aboutir à il est ioniquement conducteur, D'accord. donc isolant, Donc, c'est une méthode isolant au niveau de matière, technologie mais conducteur structurelle au niveau pour de déplacement de atteindre lithium en plus. un Donc, nombre de cycles pendant une durée de vie bien définie par c'est le un milieu constructeur. où il y a uniquement déplacement des charges positives, contrairement à un conducteur simple qui fait le déplacement des charges négatives et des électrons. Un séparateur, c'est un élément aussi très important, membre porteuse non conductrice, généralement un polypropoline ou bien polythéiline, qui empêche tout court-circuit électronique interne tout en permettant la diffusion des ions lithium. Une, euh, para- une porosité bien contrôlée, entre 40% jusqu'à 60%. Et il est aussi essentiel pour minimiser la résistance thermique sans comportant les illustrations chimiques. Donc, le séparateur est un élément qui va nous aider à minimiser la durée de décharge de la Ok. capacité de la batterie. Donc, c'est Donc, un la élément durée, qui va la assurer capacité la de durée de stockage qui va vie, diminuer une durée plus et grande au niveau de les durée de vie composants, ils et vont se aussi le temps de neutraliser décharge parce plus qu'ils ne grand. sont pas séparés. Maintenant, on va parler un petit peu des chimies lithium-ion, principe et leur compromis. Il faut savoir qu'il y a n'importe quelle batterie a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Donc, si on parle C'est pas vrai. on va parler un petit peu D'accord. des technologies. Il y a plusieurs types de technologies par D'accord. exemple, il y a les LCO. Ce sont une chimie de lithium oxyde de Oui, cobalt, oui. donc à base de cobalt et lithium, qui possède une densité énergétique de entre 150 jusqu'à 200 watts-heure par kilogramme. Et de sécurité modérée, si au niveau, on parle de sécurité, on parle de possibilité d'inflammation ou bien d'explosion de la batterie, donc il est sécurité un petit peu moderne. Ah, d'accord. Contrairement au Déplacement LFP, d'électrons. Oui. si c'est lithium ion phosphate, donc à base de phosphate, il possède une sécurité très excellente, donc la possibilité d'avoir des batteries à utilisant les LFP, de s'exposer est vraiment très rare. Donc c'est pour cela qu'on peut voir dans les anciennes batteries qui utilisaient la technologie LCO, il y avait la Ah oui, possibilité déplacement d'électrons, ça veut d'inflammation, dire contrairement déplacement, création d'un ion. Oui. aux LFP D'accord. qui sont maintenant utilisés, actuellement utilisés. Donc, Oui. il a une sécurité très élevée. Le problème qu'on a perdu, c'est au niveau de densité énergétique, c'est-à-dire si on veut avoir un stockage d'énergie plus élevé, donc il faut que le portable ou bien l'équipement soit plus lourd. Vous pouvez aussi le constater dans les nouvelles téléphones d'iPhone. Ils ont diminué au Oui. niveau de capacité de décharge, pardon, donc parce qu'ils voulaient avoir Donc, toujours un téléphone qui est plus léger et plus fin. Donc, ils ont utilisé LFP pour ne pas avoir le problème d'accident, d'inflammation et d'explosion, mais malheureusement, ils ont diminué la capacité. Donc, on peut voir une autre technologie qui a non seulement une plus grande densité énergétique, les NMC, mais au niveau de sécurité, elle est bonne. Donc, si on veut garder la densité énergétique tout en ayant une sécurité très élevée,
Donc, on doit opter à NMC. Donc, il faut savoir que contrairement à la différence entre les NMC et les LFP, même si ils ont l'LFP, on a diminué au niveau de densité énergétique, mais elle possède un cycle de charge plus élevé, c'est-à-dire si vous utilisez les LFP, elle aura une Ah, durée de vie plus grande si on garde les mêmes cycles de charge par rapport à NMC. Donc, si vous désirez un bon stockage de sécurité, vous allez utiliser le NMC. Si vous voulez avoir une durée de vie plus grande, une très bonne sécurité, mais une décharge rapide, donc vous utilisez le LFP. Et on peut voir ça dans tous les autres technologies, ça dépend de vos utilisations. Donc, cette question, ce tableau, il répond aux questions des élèves ou bien des utilisateurs et des futurs constructeurs. Donc, il faut savoir que chaque technologie, il dépend de l'utilisation d'applications. Donc, si vous voulez faire des applications téléphoniques, vous utilisez les SCO, des outils ou bien des éléments de stockage, vous utilisez les NMC ou bien les LFP. Des outils stationnaires, donc c'est-à-dire que c'est pas un problème avoir une densité énergétique plus grande parce que l'équipement sera lourd et sera stationnaire, donc on va utiliser les LMO. Et recharge rapide, donc on va utiliser les LTO. Maintenant, on va parler un petit peu de l'emballement thermique et la densité énergétique des batteries lithium-ion. L'emballement thermique, c'est une réaction en chaîne entretenue, générant rapidement une augmentation incontrôlable de la chaleur. Donc, c'est le problème qu'on a vu dans les anciennes technologies comme les LCO qui ont une sécurité modérée, ou bien plus grave dans les NCA qui ont une sécurité très faible. Donc, il y a le risque d'emballement thermique. Et le processus, c'est une température critique qui est très élevée, qui va atteindre parfois plus de centaines de degrés et peut causer des conséquences comme la décomposition chimique des matériaux et bien sûr des risques de défaillance catastrophique de la batterie. Il faut savoir que la densité énergétique, c'est la quantité d'énergie chimique stockée dans une masse donnée et on peut avoir cette densité soit une densité massique ou bien une densité volumique. Ça dépend de la technologie. Il y a aussi la densité gravimétrique, elle est mesurée bien sûr en watts-heure par kilogramme, qui indique l'énergie stockée par rapport au poids de batterie. Densité volumique, c'est en watts-heure par litre, qui représente l'énergie stockée par un volume de batterie. La distinction avec la densité de puissance, à ne pas confondre la densité puissance watt par kilogramme et watt-heure par kilogramme, donc il y a une différence. C'est la quantité de puissance qu'on peut générer d'un kilogramme. Les paramètres électriques fondamentaux, ça c'est une partie très importante au niveau des batteries, au niveau de dimensionnement de batterie. Les paramètres très importants, c'est premièrement la tension, le voltage. On a vu que une cellule peut donner 3,6 avec une technologie lithium. Et il y a les capacités. La capacité, c'est en watts-heure, c'est la quantité totale de charge électrique d'une batterie qui peut être stockée ou bien délivrée. Donc, exemple, 5000 milliampères-heure. On peut trouver plusieurs dans les batteries de téléphone. Et il y a la densité énergétique, densité d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui peut être stockée dans un seul kilogramme. Par exemple, lithium-ion peuvent offrir une densité exceptionnelle, entre 150 jusqu'à 260 et plus. Et il y a la densité de puissance. La différence, c'est le temps maximal auquel la batterie peut délivrer de l'énergie cruciale pour les applications à forte sollicitation, comme les accélérations d'un véhicule. Donc, il y a aussi le taux, ou bien le C-rate, indique le taux de charge ou de décharge par rapport à la capacité. Et aussi, il peut donner le nombre suivant un nombre de cycles, c'est-à-dire si vous respectez le nombre de cycles
et le taux de décharge, vous allez garder la même durée de vie. Donc, et si vous augmentez le taux le C-rate, le taux de décharge, vous allez abîmer votre batterie et il peut vieillir plus rapidement. Un exercice qui est proposé par le professeur Hamza, il va vous expliquer comment lire les notations comme les 1C et les 2C. Donc, en tant qu'exemple, une batterie lithium à 2 ampères heure, la capacité, 2 ampères heure, a un courant de 3C. Donc, normalement, les courants sont dans les par un ampérage. Mais exemple de norme utilisée dans les batteries, c'est les 3C, jusqu'à une tension atteinte à limite de décharge. Donc 1C veut dire 2 ampères. La capacité nominale est spécialisée pour une décharge de 1C, c'est-à-dire dans une heure, puisque vous avez 2 heures en ampères heure. Lorsque est déchargé en 3C, la capacité efficace diminue environ de 10%. 10% c'est le C-rate, le taux de décharge. À cause des pertes internes, bien sûr, il y a les pertes internes, les résistances causées par les anodes et de la polarisation. Déterminer le courant de décharge réel en ampères heure. Calculer le temps de décharge théorique à ce courant et sa capacité restant bien sûr idéale. Calculer ensuite le temps de décharge réel en tenant compte la réduction de 10% qui est causée par la résistance interne, bien sûr. Quelle est la capacité effectivement délivrée à 3C en ampères heure? Donc, tout simplement, on connaît que 3C, ça veut dire 3 fois 2, donc 6 ampères. La capacité, c'est la durée fois le courant, donc puisqu'on a la capacité qui est de 2 ampères heure et le courant de 6 ampères heure, donc on aura une durée de décharge théorique de 20 minutes, mais on sait que la durée est réduite de 10% à cause des résistances internes qui est données par l'énoncé, donc on va diminuer 10% et la durée réelle sera de 18 minutes. Quelle est la capacité effective délivrée? On a le 3C en ampères heure, donc la durée qu'on a calculée c'est de 0,3 réel, en multipliant par le courant qu'on a calculé. Donc la capacité effectivement délivrée c'est juste 1,8 ampères heure et c'est à cause de la résistance interne. L'état de charge ou bien le SOC est défini, ses définitions et son importance. Il faut savoir que le SOC, ça veut dire le state of charge et est un niveau de charge actuel de la batterie. Donc ça, c'est une question qui est posée par un de mes élèves. Je me rappelle bien de lui. Il m'a parlé, professeur, comment peut-on estimer ou bien mesurer la durée actuelle de charge, c'est-à-dire le SOC. Donc, il y a plusieurs méthodes à utiliser. Après, on va voir qu'on peut faire aussi une combinaison de ces méthodes pour avoir une valeur plus réelle. Donc, premièrement, il faut savoir que le SOC, c'est la quantité QT de charge cumulée à l'instant T, divisé par le Q-rated ou bien la capacité de 100% de charge, bien sûr multiplié par 100 pour avoir la valeur en pourcentage. L'efficacité, en connaissant une connaissance précise de SOC permet de calculer l'autonomie restante du véhicule. Donc, par exemple, si vous voulez avec une voiture électrique en Tesla et vous voulez savoir la durée restante pour se déplacer, c'est-à-dire l'autonomie. Il faut savoir que il nous aide aussi pour faire la prolongation de durée de vie ou bien une utilisation qui est rationnelle de la batterie pour ne pas faire une décharge complète. Et il faut savoir que la durée de charge entre 20% et 80% égale aussi à 80% jusqu'à 100%. Donc c'est la même durée. Donc il faut savoir que la batterie, elle est rapidement chargée jusqu'à 80%, mais il va prendre plus de temps pour compléter la charge de 80 jusqu'à 100%. Donc la connaissance du SOC, il va nous aider aussi à faire une très bonne gestion de la recharge. Il faut savoir aussi un autre terme utilisé, c'est le DOD. Le DOD, c'est le Depth of Discharge. Ça veut dire que c'est le contraire ou bien le complémentaire du SOC. C'est la durée, c'est la quantité chargée, DOD, c'est l'inverse. Méthode pour faire l'estimation, donc on ne va pas faire la mesure, mais on va faire l'estimation. Il y a une équation différentielle pour calculer la quantité de charge. On connaît que le courant égale à dérivé de la Q
sur dt. Donc, si on veut calculer SOC, on va faire l'intégrale du courant divisé par la capacité totale. C'est Et bien sûr, S'il vous cette plaît, si Hamza, intégrale je veux juste mettre en il sera parenthèse. Donc ici, calculé vous parlez de instantanément technologie, une nouvelle pour faire technologie l'estimation du pour SOC. éviter côté Donc sécurité, l'avantage de cette explosion ou bien méthode incendie des de batteries. calcul est D'accord? très Donc il y en précise, a deux mais il technologies, faut connaître l'état NSP et initial du LFP, c'est ça? SOC, ce qui Ou n'est pas bien, toujours, c'est un dites-moi. inconvénient. Donc Donc c'est si on connaît LFP la et capacité, NCA. normalement c'est 100%, la SOC Hein? à 0 T sera la capacité totale. Mais ce n'est pas toujours le cas, il y a toujours LFP. des erreurs. Donc soit il est déchargé de 3%, 5%, donc on ne va pas avoir une valeur de SOC exacte. Il y a une deuxième méthode, c'est la méthode de tension Open Circuit Voltage. Donc, on va essayer de faire cette méthode à vide et mesurer après la stabilisation au repos quelques heures. Donc, il faut toujours laisser la batterie en quelques heures, puis l'utiliser à vide pour utiliser ces techniques. La relation entre le SOC et le OCV dépend fortement de la chimie, donc l'opération qui D'accord. dépend fortement de la chimie est typiquement non linéaire. Donc, si on mesure cette tension à vide après quelques heures de repos, Une tension- donc une ça dépend température. cette méthode de l'état chimique de la Il batterie et de la supporte une température température plus externe. élevée, 270 L'avantage est degrés. vraiment simple à utiliser cette méthode. À faible coût, pas Mais ils ont un d'accumulation inconvénient, d'erreurs, un contrairement à inconvénient la première ou méthode bien qui une a limitation on a côté besoin de stockage, je crois, ou connaître bien la dans le valeur dossier exacte écrit. de SOC. L'inconvénient ne peut être appliqué que lors la batterie est au repos. Donc, c'est pas au niveau de l'utilisation de la batterie qu'on peut calculer la tension à circuit ouvert. Il faut la calculer à l'état au repos. Donc, la troisième méthode, c'est la méthode basée sur les filtres de Kalman. Utilise une méthode et un modèle de circuit équivalent, ECM, pour prédire le comportement dynamique et filtre les données de tension courant en temps réel. L'Extended Kalman Filter, ou bien le EKF, est particulièrement efficace pour gérer la non-linéarité des batteries lithium-ion. Les avantages à combiner elle combine la précision des OCV et aussi l'intégration continue du comportement coulombique. Donc, elle corrige les délais en temps réel, inconvénients plus exigeants comportementalement qu'un modèle ECC. Donc, il faut avoir un modèle équivalent de la batterie pour utiliser cette méthode des filtres de Kalman pour définir le niveau le SOC de la batterie. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'approche hybride moderne. Donc, on va essayer de faire une combinaison entre ces D'accord. trois approches. La plupart des temps, on fait la combinaison de ces trois. Initialement, on va commencer par la OCV au démarrage. Donc, on va commencer par la deuxième méthode au démarrage, puisqu'elle est déjà en repos pour calculer la valeur du SOC, D'accord. puis l'utiliser pour faire l'estimation en utilisant le comptage colombique ou bien column counting, suivi par la correction périodique du EKF. Donc, on va commencer par la deuxième méthode, puis là, pour déduire le SOC, puis utiliser la deuxième méthode. Et pour faire la vérification, on utilise la Les troisième méthode. applications, ça dépend de la Un technologie. deuxième Donc, la exercice technologie pour vous faire la capacité, impose les pour savoir la utilisations capacité et pour, l'état de pour charge les du téléphones. SOC. Donc, on va utiliser plus Donc, les pardon, lithium, pour calculer la quantité oxyde de de charge bromate, consommée, de on a une bromate. batterie de 3 Et si ampères-heures on veut qui avoir des alimente un voitures moteur Tesla, on va pendant 40 utiliser minutes avec les un courant NCA moyen de parce qu'ils 1,5 ont une ampères. densité Donc, on a énergétique demandé de plus grande. calculer la quantité de charge consommée de SOC. Puis, on Euh, détermine l'état de charge, pardon, la quantité de charge consommée, puis déterminer le SOC. Donc, commençons par l'état de charge. Donc, on connaît que la durée, on connaît le courant, donc on va calculer la quantité consommée. Là, la partie restante, on a la capacité nominale. On va diminuer la capacité qui est consommée. On va avoir 2 ampères. Donc, l'état initial, état final. sans voiler. Pour déterminer l'état de charge, on aura besoin de savoir, pour avoir l'état de charge continu, donc on va faire le calcul de SOC à 0,0667
qui vaut 2 sur 3. 2, c'est la charge restante qui reste divisé sur la charge initiale multipliée par 100. Donc, la capacité, Le cycle. le SOC sera de 60, plus de 66%. Un troisième exercice, cette fois, on a une courbe qui nous explique la relation, le changement d'état, ou Ouais. bien, pardon, l'évolution de OCV et le OCC et leur relation. Il vous demande de faire une utilisation de la courbe pour estimer le SOC lorsque la tension est mesurée à 3,6 volts. Donc, on va faire une projection et quelle est la tension et la tension à 80%. Donc, on va faire toujours la projection. Donc, si on fait la projection, on va avoir un SOC de 50%. Et pour la deuxième question, une tension de 3, Il sera plus lourd, je crois, presque 4 puisqu'il est volts. stationnaire. Donc, on s'en fiche côté poids. Modèle de circuit équivalent, donc ce modèle, le modèle, il sera, ou bien le ECM, c'est un modèle Très faible qui est densité énergétique. très utilisé dans les recherches théoriques des batteries qu'on peut Ils ont utiliser, ou on peut utiliser un logiciel comme MATLAB pour faire les simulations d'évolution des batteries, les changements de ouais. structure, architecture, ainsi de suite. L'objectif, c'est avoir un modèle équivalent qui caractérise le dynamisme et non-linéarité des batteries. C'est bon, on peut passer? L'utilité pratique, Oui, oui, pendant c'est les bien batteries clair, se c'est bien chargent clair. et On se peut passer. déchargent, sa tension terminale, V terminale, et ne suit pas simplement une courbe OCV comme on venait de voir. C'est pas toujours, il ne va pas toujours suivre la courbe donnée par un constructeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des chutes de tension instantanées. On essaie d'utiliser ces modèles pour faire une simulation d'évolution de la tension des OCV et d'une manière instantanée. Les UOCV, ce sont les sources de tension idéales, représentent potentiellement thermodynamique équilibrée, dépendant fortement de SOC et de la température. R0, c'est la Ah ouais. résistance ohmique interne. Et le branchement RC, c'est le branchement Donc, on peut, il de y a la réseau possibilité RC de en faire un parallèle. Donc, hybride, les un système modèles hybride de stockage suivant des batteries, les ce cahiers de sont des charge modèles de définis. réseau de Donc, RC si on a un parallèle. cahier de Donc, charge si on et veut, on veut, en suivant les utilisant l'équation de utilisations, Millman, on peut avoir la soit tension on peut PET favoriser le et la tension stockage plutôt OCV que sécurité, mais si instantanée. on est dans le cas On va où il toujours faut faire avoir une on va bonne soustraire la sécurité, donc on résistance va interne, choisir R0 pour le d'autres courant sections ou débutant, bien simuler moins la les à tensions utiliser. Donc, R1, est-ce que C1 c'est possible? du réseau, des réseaux branchement RC. Un exemple de modèle. Donc, il y a plusieurs modèles. Donc, chaque modèle, il définit un ordre. L'ordre 1, c'est un seul RC en parallèle en série avec une Oui. résistance 0. Dans le cours, donc, notre cours, on a représenté la tension réelle. C'est une tension idéale en série avec une résistance R0. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres modèles plus développés et plus précis, c'est l'ajout des réseaux RC en parallèle en série. Donc, puisque vous ajoutez des Ah réseaux oui, c'est RC vrai. en série, vous aurez un Ouais. ordre supérieur d'équivalence des ECM. Donc, je vous laisse le document pour savoir les D'accord. équations différentielles qui vont faire la modélisation des batteries après dans la description de cette vidéo. Donc, un D'accord. exercice qui va vous aider à plus comprendre le monde équivalent. On a estimé un premier ordre, donc on va uniquement ajouter un seul réseau RC, donc c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, il vous donne la résistance R1, R0, R1 et C1, les OCV, la tension idéale, c'est 3,8 volts, et la charge, il demande uniquement 2 ampères. Essayez de calculer la dérivée première, et Ah, d'accord. sachant que le temps initial égale à 0, et déduire la tension V de T. Donc, c'est un exemple d'exercice d'électrocinétique classique. Non, juste une On petite a question avant de toutes les passer valeurs au dépôt suivant. nécessaires pour faire le Donc, calcul. si j'ai Donc, on bien peut savoir que compris, la dérivée de dans le V1 marché, sur donc dt, c'est de les voitures qui 0,01 sont, volts qui par vont seconde. emporter ou qui vont Et prendre la le plus grand tension morceau du terminale, marché, la ce sont les tension finale, BYD. donc Donc, les après BYD, avoir quel type de soustrait batterie ils les utilisent pertes pour leurs véhicules? par la résistance interne et du modèle RC en parallèle, on va avoir une tension débutante de 3,7.
Les performances des modèles, donc chaque modèle défini, il va vous donner une performance. Si on utilise le modèle A1RC, il est vraiment simpliste, qui a un écart notable avec les données expérimentaux, des erreurs quadratiques. Oui. Modèle 2A2RC, donc si on utilise ce deuxième, donc ça c'est un RC, 2RC, 3RC. Donc, puisqu'on augmente le nombre de modèles, on aura D'accord. d'une meilleure précision. Donc, Donc, 1 RC, 2 RC. Le RMS de 1 RC est vraiment très grand, contrairement au de 3 RC. Mais le modèle A3 RC est vraiment complexe. Donc, récapitulation de cette présentation, on a vu les limites et performances énergétiques, on a vu les enjeux de ressources et géopolitiques des batteries, durée de vie, coût total, le rôle crucial des BMS, et ouais, ouais, aussi c'est on a bon, vu c'est vraiment riche en informations. Merci l'impact de la pour les densité détails. énergétique sur la performance de la On va passer, batterie. je crois, Bien sûr, il y au a un autre slide suivant. côté qui n'est pas bien plus détaillé. Je vais essayer de faire de détailler après. C'est l'optimisation par l'IA. Donc, on peut voir, il y a d'autres types d'optimisation de décharge. Il y a une alimentation à découpage. Donc, on va essayer, Inch'Allah, dans le futur, parler sur l'alimentation à découpage. Puis, on va parler par l'optimisation en utilisant l'IA. Donc, l'IA, il va vous aider beaucoup au niveau d'augmentation de durée de vie, augmentation de durée de décharge, amélioration des performances d'une manière générale. Donc ça, ce sera un des perspectives futures qu'on va parler après. On va aussi voir, en deuxième année, on va en parler plus de l'intégration des réseaux massifs. On va voir, Inch'Allah, cette partie. Et pourquoi pas si on peut aborder le recyclage. Donc on va essayer de trouver un chercheur qui va nous expliquer les méthodes de recyclage des batteries. Et il y a aussi un autre axe, c'est l'axe des ultra rapid charge. Donc c'est un axe qui est vraiment un axe de recherche récent. Donc on essaie toujours de diminuer la durée de charge, surtout dans les véhicules électriques. Donc ça, c'est un axe très important. On va essayer de discuter ces perspectives dans le futur. Si vous avez aimé, bien sûr, un axe précisément, n'hésitez pas à le mentionner pour faire les recherches essentielles et pourquoi pas inviter un autre expert comme Dr Hamza, que je remercie infiniment de sa présentation. Donc, Malheureusement, si vraiment, le problème excuse-moi, technique je vais d'enregistrement t'arrêter de ici l'audio parce que était c'est très un important cette handicap. partie. On va Donc, essayer si j'ai bien de corriger ce compris, problème. le cas Pourquoi il pas va faire une s'en charger invitation du pour définir professeur la Hamza. tension Je le remercie nominale infiniment d'utilisation de son et travail. Il a l'anneau, il vraiment va fait s'en charger un à très définir grand la effort. résistance interne qui va diminuer un petit peu la capacité côté Je ne sais pas utilisation. comment je peux le Au revoir, remercier Charles. plus. Donc, D'accord. Donc la il chose faut bien, la le, technologie, le c'est elle minimum, qui va c'est de lui imposer de dire merci varier et côté bon tension courage dans et sa capacité. recherche. Un autre Et cadeau. j'espère que c'était bref et clair. Merci.